Bonjour et bienvenue au podcast Confession de Petit Chris. Aujourd'hui, comme invité, on reçoit Nicolas. Salut Nicolas. Allô? Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation. J'aimerais ça commencer par une petite présentation brève de qui tu es, dans quel coin tu vis, de quel âge, puis c'est quoi tes projets. Je suis un homme marié, père d'un petit garçon de bientôt 5 ans. Je termine un doctorat en sciences politiques à l'Université de Montréal. J'ai été le fondateur et dirigeant pendant quelques années de l'Observatoire québécois des inégalités. Aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur social, je lance une autre organisation, le Lab Impact, et on accompagne les PME dans leur souhait de devenir plus propres, plus inclusives et plus durables. Et je suis aussi auteur et conférencier. Il m'arrive de donner des conférences, de faire des interventions dans des écoles. Il y en a une dans la prison-école au nord de Montréal où bientôt j'y ferai une présentation devant des jeunes qui passent présentement parce que je suis passé. Puis les projets ne manquent pas. Fait que ça va assez bien. Puis ton livre, c'est quoi le titre? Le titre du livre, c'est J'ai profité du système. Sous-titre, c'est Des centres jeunesse à l'université, parcours d'un enfant du modèle québécois. C'est à moitié un essai, à moitié une autobiographie. Donc, je présente mon parcours atypique et typique à la fois d'anciens jeunes, de jeunes de centre jeunesse à cette époque-là, qui commence que par plusieurs rebondissements, bonnes et mauvaises nouvelles. J'ai pu progresser jusqu'à la personne que je suis devenu aujourd'hui. Ce livre-là est une bonne partie de mon histoire, mais c'était aussi l'occasion de parler de la DPJ comme une institution, comme une organisation qui accompagne les jeunes, essaye de les aider pour le meilleur et pour le pire. C'est une organisation qui est distinctement québécoise. On a été parmi les premiers États, sinon le premier au monde, à donner des droits aux enfants, où là, les droits des parents devenaient pas secondaires, mais au moins équivalents aux besoins des enfants, puis en particulier au niveau de leurs besoins en termes de sécurité et en termes de développement. Fait que c'était l'occasion d'explorer qu'est-ce qu'on fait au Québec par rapport au centre jeunesse, par rapport au système de la justice, mais également les autres institutions qui jouent un coup de pouce, de l'école jusqu'à le système fiscal ou les programmes sociaux, les services publics, puis même les normes sociales. On est un peu différents au Québec. J'ai perdu mon père quand j'avais 8 ans. Lui, il était un Américain. J'ai la citoyenneté américaine, mais je suis né au Québec. Et lui, il avait des enjeux similaires aux miens, mais étant en Louisiane plutôt qu'au Québec, il n'y avait pas les services auxquels moi j'ai eu accès. Ça a fait une grande différence dans sa vie aussi. Fait qu'il y a quelque chose de très personnel à cette histoire-là. Puis, mine de rien, j'ai une relation amoureuse, je dirais, par rapport à la DPJ, par rapport à cet épisode, ce long épisode de ma vie, qui a quand même duré un bon 7 ans, de 11 ans, 18 ans. Et je regarde ça avec beaucoup de recul, puis je suis content de savoir qu'est-ce que je sais aujourd'hui, ce qui est possible. Je ne pensais pas qu'il était possible avant. Puis aussi d'avoir un regard différent sur la vie. Le fait d'avoir vécu des choses comme on a vécu, nous, les anciennes centres jeunesse, c'est relativement nouveau de se considérer comme un groupe, notamment parce que le livre, lorsqu'il a été écrit et publié, je me sentais un petit peu seul. Il n'y avait pas grand monde qui sortait des livres sur le sujet, il n'y a pas grandes interventions. Et là, aujourd'hui, c'est le fun de pouvoir voir qu'il y a une relève, il y a d'autres mondes. On prend notre place dans la société. C'est encourageant. Puis ton livre a paru en quelle année, pour nous situer? Paru en 2017, donc plus jeune, forcément. Puis, ça commence à faire quelques années, mine de rien. Puis ce que tu as dit tantôt par rapport aux États-Unis, moi, c'est quelque chose qui m'a marqué vraiment beaucoup étant adolescente parce que moi, c'est des problèmes de santé physique qui étaient assez importants. Puis quand j'ai pris conscience du filet social qu'on a au Québec, j'ai trouvé ça vraiment incroyable. Parce que il y avait Michael Moore, je pense, dans le temps, qui avait sorti le film Sicko.
qui justement montrait c'était quoi le quotidien des gens qui étaient malades aux États-Unis, puis toutes les démarches qu'ils devaient faire, puis tous les coûts financiers qui étaient reliés à tout ça. C'était vraiment effrayant. Mais tu sais, côté service de la protection de l'enfance, j'ai pas vraiment été au courant. Il y a eu, je ne sais pas si tu as entendu parler de ça, il y a eu Paris Hilton qui est sorti récemment, qui parlait d'un genre de centre jeunesse qu'elle a été enlevée. Elle était chez elle, puis il y a comme des agents qui sont venus la prendre dans son lit en pleine nuit. Elle n'était pas au courant de ça. Elle a été vraiment, vraiment traumatisée de ça, de la manière qu'elle en parle. Puis c'est pas la première fois que j'en entends parler de ça, qu'il y a des genres de systèmes bizarres où est-ce que les parents payent pour qu'il y ait une simulation d'enlèvement puis que l'enfant s'en va dans un genre de centre de correction. T'as-tu déjà entendu parler de ça? Jamais, mais c'était peurant. C'est vraiment épeurant. Puis c'est ça, je dis, c'est Paris Hilton en a parlé récemment, mais j'ai entendu ça aussi de d'autres témoignages. Puis il y avait aussi des séries télé-réalité qui montraient des genres de camps de correction, des simili-prisons, où est-ce qu'il y avait des jeunes qui vivaient là-dedans pour essayer de corriger leur comportement, mais c'était vraiment, vraiment coercitif là, comme approche. Là. C'était... Ça me surprend pas. Notamment, on le voit au niveau du système de la justice pour les jeunes. L'approche qu'on a au Québec, elle mise beaucoup plus sur la réinsertion et la réhabilitation et la justice réparatrice plutôt que la coercition. Puis, ben, s'il n'a pas compris, puis s'il marche pas assez droite, c'est parce qu'on lui a pas donné assez de coups de bâton, fait qu'on va lui donner plus de coups de bâton. L'approche n'est pas la même. Tout à l'heure, je parlais des normes sociales. J'ai eu des droits à des chances aussi, à une écoute, à des opportunités que je pense pas que j'aurais pu avoir ailleurs en Amérique du Nord. Au Québec, c'est pas un hasard qu'on soit plus égalitaire et moins d'inégalités économiques entre classes sociales. Et il y a moins de pauvreté. On a une approche qui est différente. On a des attentes qui sont différentes. Puis ma mère, tu parles des services publics, comment est-ce que ça peut être franchement impressionnant l'écart qu'il y a entre une juridiction puis une autre, entre un pays puis un autre. Ma mère, lorsque j'ai été pris en charge par la protection de la jeunesse et qu'elle devait payer, je pense je veux pas dire le montant, mais c'était pas énorme. Et elle m'avait dit, c'est à cette époque-là, c'est à ce moment-là que j'ai vu à quoi tous mes impôts servaient. Puis ça, c'est le propre des pays qui ont plus de taxation, ils ont généralement plus de services publics qui viennent avec. Et c'est ce qui fait qu'il y a moins d'évasion fiscale, parce que le monde, ils savent qu'ils en ont plus pour leur argent. Les endroits les plus taxés au monde sont les endroits où est-ce que il y a le plus de services publics puis il y a le plus d'impôts. C'est peut-être pas un hasard. Par rapport à la protection de la jeunesse, une façon de le voir, c'est un peu comme une assurance. Tu sais, l'assurance parentale, si tu deviens parent, tu peux en bénéficier. Si tu tombes malade, tu peux bénéficier de système d'assurance pour la même raison, protection de la vieillesse, et ainsi de suite. Si tu as des enfants ou tu as un enfant que décidément ces enjeux sont trop grands par rapport aux ressources que tu as comme parent, autant individuellement que des ressources financières pour essayer d'aller chercher du soutien privé, par exemple, ben ça compte moins ici. On a plus accès à ce système d'assurance, puis si un enfant, sa sécurité est en jeu, ben on a un État qui peut intervenir plutôt que ben, c'est la loi du silence ici dans le village, puis tout le monde sait, mais personne ne fait rien. Je veux dire, cette loi-là est fondée à des enjeux réels, puis elle répond encore, malheureusement, à des enjeux réels aujourd'hui. Soit parce que l'enfant a des enjeux lui-même, soit parce que l'enfant est pris dans un environnement qui est vraiment pas bon pour lui. Puis après ça, il y a des zones de gris, il y a des cas où est-ce que l'État ça aurait été mieux de ne pas intervenir, tout comme ça aurait été mieux des fois qu'il intervienne puis il l'a pas fait. Fait que c'est très complexe puis compliqué, mais à la base, il y a un souhait d'aider les gens et de reconnaître que
des fois, on n'a pas toutes les ressources pour le faire. Mais tu sais, moi, je me souviens, parce que j'ai lu ton livre quand il est sorti, puis c'est vraiment ce que tu démontres également après avoir fait, bien sûr, ta biographie. C'est justement de démontrer le modèle québécois comparativement beaucoup avec les États-Unis. Comment toi, ça t'a aidé? Comment toi, ça t'est venu en aide, ce fonctionnement-là, puis cette prise en charge des jeunes hein, pour les aider à se rétablir ou à se réadapter. Puis en même temps, moi, je trouvais ça intéressant parce que tu étais la première personne à l'époque à vraiment faire une critique puis une analyse, puis poser des recommandations, mais en même temps, tu faisais aussi une critique du film Voleur d'enfance qui était sorti, qui critiquait beaucoup et t'essayais de nuancer un peu tout ça. Bon, ça fait déjà un petit bout de temps, puis il y a eu la commission Laurent qui a mis en lumière plein d'autres enjeux aussi depuis. Fait que c'est sûr que veut pas notre discours, il va évoluer aussi en fonction des nouvelles réalités auxquelles qu'on est mis à jour. Mais j'étais curieux là, que tu nous parles justement comment que toi, ton histoire a commencé, ton entrée dans le système de la protection de la jeunesse? Le point de départ, je suis le premier enfant d'une famille de 3. Mon père avait euh, des enjeux. Il était parfois violent, il était impulsif. Et il y avait quand même des très belles qualités, mais il y avait aussi des très gros défauts. Et mes parents se sont divorcés quand j'avais 5 ans. J'ai continué à garder contact avec mon père, mais je le voyais de moins en moins, étant donné que à cette époque-là, c'était le début des années 90, c'était très difficile pour un anglophone de se trouver du travail à ce moment-là, en pleine récession. Alors, il est allé en Ontario, puis ensuite de ça, il est allé aux États-Unis pour travailler. Et à 8 ans, il est décédé. Il y a eu un accident. Il traversait la rue, il s'est pas rendu de l'autre côté. Il faisait noir, il pleuvait beaucoup, c'était une intersection dangereuse. Et ça a été le début d'une spirale assez bouleversante, puis je me cherchais beaucoup, puis ça a exacerbé. Donc, ça a augmenté beaucoup d'enjeux que je commençais déjà à avoir à ce moment-là. Je n'étais pas très sociable à l'école, j'avais pas tout à fait les aptitudes pour. Ça venait aussi moins naturellement, mais il y avait aussi le fait que j'étais un solitaire, puis je préférais faire les choses dans ma tête plutôt que tuer le groupe, si on peut dire comme ça. Ça allait pas très bien à l'école. Au niveau des notes, ça allait, mais de façon générale, tout le reste, ça allait pas bien à l'école. Et après un bout de temps, j'ai pété ma coche. Puis j'ai cassé ma chambre, brisé ma chambre, massacré ma chambre. Puis les policiers sont venus. Et le soir même, je commençais mon long périple en centre jeunesse. J'avais 11 ans. J'ai été en unité d'urgence au centre d'accueil de Dominique Savio, Montréal. J'ai été transféré après ça à Huberdeau, un ancien pensionnaire qui ressemble à ce qu'un ancien pensionnaire ressemble dans nos têtes et dans les films d'horreur. C'était dans une région du nord des Laurentides. Puis c'était spécial de comme tout d'un coup se retrouver dans un autre environnement où est-ce que les adultes ne sont pas des parents. Les adultes sont des intervenants qui sont formés pour t'accompagner là-dedans, mais aussi pour juste te voir aller, te voir grandir dans un environnement qui n'est pas un environnement familial. J'avais des problèmes de comportement comme mon père, j'avais une grosse difficulté à communiquer et j'étais égoïste à ce moment-là. Là. C'était très, j'avais pas une vision très équilibrée, très saine de ma place en société puis de la société elle-même. Bon, là, on peut bien dire que un ado qui vit l'adolescence, ben ouais, c'est forcément ça va toucher ça. Mais ça a été des allers-retours entre les centres jeunesse puis chez ma mère et mon beau-père.
J'y suis retourné pendant, je sais pas si c'est 6 mois ou 1 an et demi, mais j'y suis retourné. Je me suis encore une fois battu à l'école, puis j'ai été sorti de l'école. Tu sais, tu voyais que le parcours habituel, la grande majorité des jeunes, c'était pas mon cas. C'est-tu toi qui as demandé à retourner chez tes parents, ben chez ta mère? C'est juste arrivé. C'était pas tant un désir de ma part, mais c'était pas un refus non plus. Mais par la suite, je devais avoir quoi, 12 ans, 13 ans. C'était la dernière fois que j'ai habité chez ma mère. Après ça, c'était centre jeunesse, puis un autre centre jeunesse. Puis là, mes parents déménageaient, fait allaient changer de région. Puis finalement, ben, foyer de groupe pour essayer de réintégrer la société, retourne au secondaire. Pour la première fois, je rentre dans une polyvalente. Au secondaire 4, je faisais de l'anxiété pas à peu près, puis tu essaies de te faire des amis, mais bon, bonne chance. La drogue était une bonne façon de se faire des amis, parce que tu as de quoi en commun avec des gens qui font une activité sociale. Tu finis par intégrer à la longue, lorsque tu es en centre jeunesse, l'idée que tu n'as pas ta place dans la société. J'ai jamais pu mettre le doigt dessus. Qu'est-ce qui m'a poussé à penser ça? Mais tu sais, lorsque je me rapprochais de la majorité, sachant que j'avais passé mon adolescence en centre jeunesse, sachant que j'avais eu des enjeux, ça sera probablement aussi pire qu'avant, voire plus, j'avais l'impression que j'avais échoué ma vie. J'avais pas encore 18 ans. Là. Puis comment ça s'est passé, ton intégration quand tu as été en centre jeunesse? Comment tu t'es senti dans l'accueil qu'on t'a réservé? Ben, tu sais, t'arrives dans un environnement que tu connais pas, mais mine de rien, tu trouves tes repères relativement rapidement. Tu as une matinée, un midi, puis un soir, puis ça donne que tu vas à l'école. L'école n'est pas à la même place. C'est sûr que tu arrives là-bas, ils te donnent ta chambre, tu as tes petits espaces pour mettre tes affaires, puis tu as des adultes qui ont de l'expérience dans ce type de situation, puis ils viennent te rencontrer, puis ils viennent te parler, puis ils sont pas... Tu sais, je veux dire, être à leur place, je vois pas comment je m'y prendrais autrement pour intervenir auprès d'un jeune. C'est relativement rassurant de pouvoir avoir, qu'on qu'on te donne leur juste par rapport à où est-ce que tu es, qu'est-ce que tu fais là, qu'est-ce qui va se passer. Ils vont faire une évaluation, on va te suivre, on va regarder comment tu interagis avec les autres, ce genre de choses-là. Mais c'était aussi très structuré. Et à la fois, j'aime pas ça qu'on m'empêche de faire des choses, mais en même temps, j'avais besoin de structure que je ne trouvais pas chez nous, chez ma mère. La figure d'autorité, mon beau-père, ben, t'es mon beau-père, t'es pas mon père, qu'est-ce que tu fais là? S'il y avait pas d'autorité, c'était pas... tu sais, il y a deux types de jeunes qui se ramassent en centre jeunesse. Ceux et celles qui ont des enjeux avec leur famille, puis là, ben, c'est plus leur situation, leur environnement qui est un enjeu. Donc, on retire l'enfant de ce milieu-là pour ça. Puis il y a ceux et celles que l'enjeu, c'est eux-mêmes. Puis là, après ça, une fois qu'on a dit ça, la ligne entre les deux est des fois poreuse. Là. Des fois, c'est un petit peu des deux, puis un mène à l'autre, qui mène à l'un, qui mène à l'autre. Mais quand même, c'est sûr que si tu es là parce que ça allait pas bien chez tes parents à cause de tes parents, tu seras pas là dans le même état d'esprit que tu es là parce que tu as cassé la chambre puis tu juste pas d'agir normalement en société, hein, sans faire du mal aux autres. Fait que c'est pas déjà là, les besoins sont pas les mêmes, tu sais. Puis généralement, c'est peut-être pour ça qu'on m'a référé en centre jeunesse plutôt qu'en famille d'accueil. J'avais pas besoin d'une autre famille, besoin d'encadrement. Puis ma mère était pas équipée pour ça. Puis on n'avait pas les ressources financières. Mais il y a quand même beaucoup de choses qui ont été faites comme du monde, puis ça répondait quand même à certains besoins. Mais en fait, ce que tu dis, moi, personnellement, j'ai eu des
troubles de comportement, puis c'est pour ça que j'ai été référée, mais je me suis auto-signalée, moi aussi, problème de drogue, problème d'automutilation. Mais tu sais, à la base, ces comportements-là, c'était parce que chez nous, j'étais pas bien, là. Parce qu'il y avait des besoins qui n'étaient pas comblés, parce que mon père était trop autoritaire, parce que j'ai vécu des voies de fait. J'en ai pas vécu beaucoup. J'en ai vécu 2, 3, mais ça a été assez significatif pour qu'à un moment donné, l'instinct de survie embarque. Puis ça, mélangé avec un stress post-traumatique, puis de la drogue, ben ça a fait qu'à un moment donné, ça a pété, tu sais. Fait que c'est, comme tu dis, tu sais, l'œuf ou la poule, ça devient difficile de repérer qu'est-ce qui cause quoi, mais j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui sont placés pour parce que c'est eux autres un peu le problème, c'est l'enfant le problème, mais l'enfant est le problème à cause de l'environnement dans lequel il est, puis comme tu disais, là, les parents qui sont pas assez supportants. Là. Tu sais, c'est pas un hasard qu'on retrouve beaucoup plus d'enfants pauvres que d'enfants riches en centre jeunesse. C'est pas un hasard. On retrouve beaucoup plus de personnes autochtones et de personnes racisées comparativement à leur poids démographique. Quand tu vis en situation de pauvreté, ça donne que tu auras plus de problèmes à la maison, court, parce que le stress est là. Mais aussi, c'est là que ça devient un cercle vertueux ou un cercle vicieux, dépendamment de la situation dans laquelle tu es. Ben, tu sais, tu as une famille qui n'est pas divorcée, qui sont la même famille, les deux parents sont là, soutiennent pour aller à l'école, ils ont assez d'argent pour pas que ce soit. Ça cause des enjeux au quotidien. Les parents se chicanent moins. C'est pas une surprise. Tout ça s'alimente en soi. Puis l'inverse est tout aussi vrai. Fait que c'est sûr que c'est difficile de faire la séparation entre t'es-tu là à cause de toi ou à cause des autres? T'sais? Mais c'est aussi quelque chose qui, de trouver le jeune qui mérite d'être là. J'ai pas l'impression que c'est la bonne façon de voir la chose pour la même raison que l'enfant qui a fait un crime, l'ado qui a fait un crime. Oui, il faut que ce soit adressé, mais qu'est-ce que mener à ça? Ben, c'est sûr que s'il vit en situation de pauvreté, si ces exemples, si ces modèles qu'il suit, qu'il regarde avec beaucoup d'admiration, sont des bons exemples ou des mauvais exemples à suivre, ben ouais, ça va avoir une incidence, ça c'est sûr. C'est pour ça que c'est d'ailleurs pour ça que j'ai appelé le livre J'ai profité du système. Les gens voient souvent OK, j'apprends un pas de recul. J'étais en train de donner une entrevue en lien avec mon passage en centre jeunesse. Et je passais une entrevue à la radio, il y avait un autre jeune de centre jeunesse qui était là aussi, un autre ancien, et il y avait un philanthrope. Tu sais, le gars, il disait, je regarde ces deux jeunes-là, puis pas mal sûr qu'ils auraient bien viré, tu sais, de toute façon. Parce qu'ils sont résilients, parce que, mon Dieu, ils ont de l'air brillants, ils ont de l'air bien articulés, tu sais, je pense pas qu'il m'aurait vu comme un cas de succès et de résilience quand j'ai échoué mon cégep, ou quand j'ai échoué mon secondaire, ou quand j'ai fait une piole. En fait, c'est des stéréotypes qui n'existent pas dans la vraie vie. Les gens sont gris, jamais noirs ou blancs. Ça, ben, tu peux essayer de les orienter plus dans une direction plutôt qu'une autre, mais d'essayer de chercher le coupable et de dire ben, faut vraiment aider ceux qui le méritent vraiment, tu sais. Puis là, ben, ça devient une chasse à, on va trouver les gens qui sont assez vertueux puis qui vont fitter dans mon moule. Ceux-là, on va les aider. Puis les autres, de toute façon, c'est peine perdue. Moi, ce que je dis, c'est n'importe quoi parce que à différents moments de notre vie, on est soit dans l'un, soit dans l'autre. C'est des fausses catégories. Fait que c'est un faux débat. Il faut même pas qu'on essaye de voir est-ce que la personne, elle mérite vraiment. Non, donne de l'aide à tout le monde. Là. C'est comme ça que tu vas pouvoir sauver le plus de monde. C'est ça ton objectif ou c'est de bien te sentir parce que tu as aidé les bonnes personnes? Ce genre de choses. Je pourrais vraiment m'en aller sur plein de choses que tu as dit, là, mais c'est sûr qu'il y a une chose qui attire mon attention, c'est, oui, la pauvreté, mais en même temps,
il y a beaucoup de préjugés liés à ça aussi, donc beaucoup plus de gens qui vont être ciblés par la DPJ au niveau de la négligence, par exemple, pour la pauvreté, alors que il n'y a peut-être pas raison d'être de la DPJ pour d'autres situations, par exemple, où une famille aisée peut aussi abuser ou maltraiter son enfant. Donc, c'est important de ne pas tomber encore dans les clivages. Je dis pas que c'est ça que tu faisais non plus, là, mais tu sais, je pense que ce qui est important de se rappeler, justement, c'est quoi les services qui sont offerts à la famille. Puis, tu sais, on voit beaucoup d'exodes présentement, puis de psychologues au niveau du privé. Il y a beaucoup d'agences qui travaillent aussi de plus en plus dans les centres jeunesse. Tu sais, en tout début d'épisode, tu parlais tantôt d'intervenants expérimentés qui travaillent dans les centres jeunesse, qui savent ce qu'ils font, puis qui ont de l'expérience. Puis ce qu'on constate, c'est que de plus en plus, il y a un exode de personnel, puis que les gens ils ont moins de 5 ans d'expérience pour la moitié d'entre eux, et que ça emmène quand même beaucoup d'enjeux. Tu sais, avant, moi aussi, quand j'étais là, puis on est à peu près, tu sais, dans les mêmes âges, ça fait qu'il y avait vraiment des vieux de la vieille, comme on dit, puis ils savaient rôder un peu plus les choses, ils étaient plus habitués, ils avaient plus d'expérience. Maintenant, on a beaucoup d'intervenants plus jeunes, donc ça emmène un nouveau portrait aussi à la situation, mais tout ça pour dire que je pense que c'est important qu'on évalue comme il faut, c'est quoi les services qui sont offerts aux familles, qu'est-ce qu'on développe puis qu'on offre, parce que bon, pour ceux qui sont plus aisés financièrement, mais ils peuvent avoir recours à des services, par exemple, au privé. Mais tu sais, toi, dans ton cas, c'est quoi les services qui t'ont été offerts à toi, à ta mère? Parce que tu disais, tu sais, ma mère, elle était dépassée par mes ajustements. Moi, j'avais besoin d'encadrement. Ma mère était pas capable. Ça résonne beaucoup parce que c'est pas mal ça. Moi aussi, que je vivais chez moi. Et puis, ma mère, elle dit toujours, ben, j'ai pas eu de service pour moi. Il y a personne qui m'a aidé moi en tant que parent. Donc, tu sais, c'est là où je me demande à quel point la DPJ est vraiment un service de troisième ligne, de dernier recours, mais qu'on utilise trop souvent en première ligne parce que les services sont pas disponibles, tu sais. Fait que j'étais curieuse de justement entendre ta réflexion à savoir c'est quoi les services que tu as eu ou que tu aurais eu besoin d'avoir pour t'aider, toi et ta mère. Je parlais à mon ancien intervenant que j'ai retrouvé comme collègue au conseil d'administration de la Fondation du Centre Jeunesse des Laurentides. C'est le monde est petit. Puis il me dit comment le monde que j'ai connu n'existe plus. C'est-à-dire, les problématiques qu'il y avait à ce moment-là sont plus du tout les mêmes comparées à aujourd'hui. Il disait, les problèmes de comportement, c'était beaucoup ça. Aujourd'hui, c'est beaucoup des enjeux de santé mentale qui viennent avec un paquet d'enjeux, mais ça veut dire qu'il faut que tu sois formé pour régler une panoplie d'enjeux de santé mentale en plus de tout le reste. Et des ressources, c'est effectivement, tu l'as bien dit, ça devrait pas être la première réponse, ça devrait être la dernière, il devrait y avoir d'autres services en amont. C'est pour ça que les urgences sont souvent engorgées. C'est supposé être un dernier recours, mais on s'en sert comme porte d'entrée, à défaut d'avoir autre chose. Moi, j'étais, mine de rien, dans une famille de classe moyenne, certainement pas aisée, mais on n'était pas pauvre non plus. Avez-vous été au CLSC avant la DPJ? Ah ouais. As-tu reçu des services à l'école? Ça a commencé à l'école. Ça a commencé à l'école où le travailleur social, la psychologue, le phoniste, ça commence avec ces premiers contacts-là. Les enjeux se poursuivent au privé, ben pas au privé, mais en tout cas des psys. Là. Tu allais voir des psys, puis c'était remboursé par l'assurance maladie, puis bon. Et il y a eu une gradation, très certainement. Je suis allé en famille d'accueil pendant une semaine, donner un break à ma mère. En tout cas, c'est comme ça que ça avait été présenté. Puis, à chaque fois, il y avait des enjeux qui étaient quand même assez importants. J'ai été envoyé de l'école secondaire 1.
l'école, pour remplir ses obligations, j'avais un prof de maths 1 heure par semaine, puis une prof de français 1 heure par semaine, puis j'ai pu passer mon année comme ça, puis je passais le reste de mon temps à faire du vélo, puis aller en bibliothèque. Mais ça change pas que tout ça, ça a été des mesures qui étaient très individualisantes, qui étaient très spécifiques à mon besoin. J'étais sur la banlieue nord de Montréal, à Boisbriand, dans un endroit qui est pas Montréal-Nord, qui est pas Hochelaga-Maisonneuve, qui avait des services donc conséquents. Et mon parcours de jeune de centre jeunesse, j'ai été dans plusieurs institutions, j'ai changé de place souvent, mais généralement, j'ai pas manqué de service. Ça a toujours été là pour répondre comme qu'on s'attend à ce que il faille répondre à ce genre de situation-là. Puis t'as-tu jugé que les personnes qui donnaient des services étaient compétents? Puis ce que je veux dire par là, c'est que, par exemple, à un moment donné, on a eu la thérapie familiale. Dans le fond, j'étais suivie en psychiatrie. Puis on avait eu une référence pour ça. Fait que dans le fond, on avait quelqu'un qui animait la séance, qui était étrangement le même intervenant qui m'a suivi quand j'étais en centre jeunesse. J'ai été à Saint-Donat, les Quatre-Vents. Bon, mais cet intervenant-là, c'était lui qui faisait aussi ma thérapie familiale. Puis, malheureusement, il n'a jamais été capable de catcher quelle ambiance qui régnait à la maison. Puis, c'était des séances où ils nous voyaient tous ensemble. Il ne me prenait pas, moi, séparément pour me demander, puis comment ça va. Il ne prenait pas ma mère pour la prendre séparément, puis lui demander, puis comment ça va. Mon père non plus. Lui, il se fiait juste à l'ensemble, qu'est-ce qu'il voyait dans sa séance. Puis tout était reviré contre moi. C'était comme moi, le bouc émissaire. Si je prenais de la drogue avant d'aller à ma séance, c'était parce que j'étais mal intentionnée. Il n'était pas capable de déceler qu'il y avait quelque chose qui me stressait, qui faisait en sorte que je prenais de la drogue. Tu comprends? Fait qu'aujourd'hui, avec le recul que j'ai pris, je me suis dit, est-ce que le gars avait la bonne approche? Parce que, à mon sens, je crois qu'il aurait dû avoir des rencontres de groupe et des rencontres individuelles avec chaque membre du groupe pour vraiment essayer de percer l'armure, l'ego de mon père. Plus le temps avance, on entend des histoires de travailleurs, travailleuses sociales qui ont 1 heure à consacrer par dossier, par semaine. Tu sais, j'ai pas fait d'études comparatives entre les deux époques, mais c'est sûr que tu lis les journaux, tu vois qu'il faut couper dans les services, qu'il faut couper dans les dépenses, puis que le ministre des Finances, il dit « Ah, c'est important, là, il faut limiter les dépenses. » Ben, c'est sûr que ça va avoir un effet sur les services publics, on le sait. Ça donne que depuis 20 ans, on mise beaucoup sur des baisses d'impôts. Ben, ça donne que ça a été en partie compensé par des baisses de services. Puis on entend des histoires d'horreur où des intervenantes, des intervenants sont juste à bout parce qu'ils portent le système à bout de bras. C'est sûr que ça a une incidence. Est-ce que il y a eu des situations où est-ce que les intervenants étaient pas adéquats? Je pense pas. Personne qui était pas professionnel, puis ils m'ont jamais crié après ou il n'y a pas eu d'histoire d'horreur dans mon cas. J'ai quand même visité une demi-douzaine de centres. Fait que c'est sûr qu'à un moment donné, tu te dis, ben écoute, je suis juste une personne, mais j'en ai quand même vu beaucoup, puis ça a l'air d'être pas mal partout de cette façon. Et ça, tu lis d'autres histoires, tu fais comme moi, la Montérégie, elle sortait souvent, ou l'Estrie, sortait souvent comme région, parce que ça allait pas bien. Ben, il y a peut-être une raison d'enquêter, tu sais. Mais de façon générale, c'est plus à l'école, en fait, qu'il y a certaines personnes qui ont fait une différence, puis dans le milieu professionnel aussi, le travail. Fait que de ce que tu dis, les services que tu as eus avant d'aller à la DPJ, il n'y a personne qui a tourné les coins ronds. Non.
Tu sais, le gros défi d'un intervenant, c'est que tu travailles dans un contexte d'incertitude. Ça veut dire que tu n'as pas toutes les informations. Puis, tu dois intervenir plus tôt que tard, mais quand tu interviens tôt, ben, tu as moins d'informations. Puis en plus de ça, tu rajoutes à ça le fait qu'on coupe d'un service, mais là, ils ont moins de temps, les intervenants, pour justement faire leur devoir, justement rencontrer tous les membres de la famille, pas juste une personne, puis pas juste les rencontrer une demi-heure, mais bien 1 heure et demie. T'sais. Moi, de mon côté, il y a des décisions qui me renvoyaient à la maison après 1 an de centre jeunesse, où ça allait bien. C'était pas une bonne décision. Parce que les problèmes n'avaient pas changé. Les enjeux étaient les mêmes. J'avais besoin de structure, mon père était encore décédé, puis j'y avais pas de figure d'autorité que je ne me voyais pas défier. T'sais. Fait que c'est sûr que ça a une influence aussi. Puis ça, ce pattern-là de te retourner dans ta maison après, je sais pas, 1 an. Moi, personnellement, ça a été ça. 1 an après ça, on te retourne à ta maison. Est-ce que ça a été récurrent? Non, parce que je suis resté dans le système. Tu sais, quand tu l'as échappé une première fois, la deuxième fois, tu fais plus attention. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont fait, OK, il y a peut-être besoin de plus de structure puis plus d'encadrement plutôt que moins. Peut-être qu'un retour à la maison, c'est peut-être ça l'enjeu, en fait, non pas la solution. Puis d'ailleurs, à partir de 15-16, il y a toujours des rencontres épisodiques pour faire ton plan de vie. Et essentiellement, c'est quoi le plan de match pour les intervenants, pour la famille et pour le jeune, pour s'assurer que le jeune, on le remet sur une traque normale. On le remet sur le retour vers une personne normale. Et des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Dans mon cas, le retour à la maison n'était plus envisagé à partir de là. Puis, c'est en partie réglé cet enjeu-là. Ça ne changeait pas que j'avais des visites de fin de semaine chez ma mère, puis j'aimais ça, mais pas la même chose que d'habiter là pendant un bout de temps. Qu'est-ce qui a fait en sorte qu'on t'a changé de ressources? Parce que là, tu expliquais, tu as été dans une première ressource, retour à la maison, ensuite centre d'accueil. Puis là, tu disais avoir changé de centre d'accueil à plusieurs reprises. Qu'est-ce qui motivait ces décisions-là? Ben, il y a eu des fois un placement, t'as le premier placement qui est comme la mesure d'urgence, puis ensuite de ça, il te déménage. J'avais, après Dominique Savio, été à Huberdeau, puis je suis resté 7 mois dans l'unité de transit. À ce moment-là, il y avait, ça c'était comme une mini-unité qui n'aurait pas dû être parce qu'il n'y avait pas assez de place, il n'y avait pas assez de ressources. Mais... Une unité d'engorgement qu'on appelait dans mon temps. Ouais, c'est ça. Ben, tu sais, des jeunes qui couchent dans le couloir, qui ont leur matelas dans le couloir. Ouais, j'ai connu ça dans les années 90, tu sais. Puis après ça, il manquait tellement de place. Puis pour me trouver une place, ils ont réouvert Boscoville. Ils ont réouvert 2 unités pour la Naudière. Après ça, Montérégie aussi avait 2 unités. Je pense que les Laurentides aussi. Fait qu'après ça, je suis resté un 14 mois là. J'ai frappé mon intervenant, il a porté plainte, je suis passé de la DPJ à la LJC, à la loi ces jeunes contrevenants. Puis, fait que là, tu changes de centre jeunesse encore. J'étais à une unité de garde fermée, puis après ça, ils m'ont transféré à l'autre unité de garde fermée. Puis après ça, le retour, ben, on va le faire en foyer de groupe. Tu retournes en foyer de groupe, puis tu fais une bêtise. Tu t'envoies à Joliette. Tu viens de Joliette, puis tu t'en vas à... Fait que il y a eu le changement de région aussi qui a joué. Fait que c'est un peu tout ça là, qui fait que tu fais une visite des centres de jeunesse de 3-4 régions là, du Québec. Puis tu as mentionné brièvement avoir passé par Boscoville, mais toi, c'était pas la manière que tu penses, c'est comme après la fermeture, parce on a reçu un ancien de Bosco, mais dans le temps qu'elle était encore flamboyante. Fait que je serais curieuse de savoir, toi, ton expérience à Boscoville, comment tu as trouvé ça?
c'est un peu comme dans un film. Parce que t'es coupé. Tu sais, Boscoville, pour comprendre, c'est au nord de Montréal, dans une petite banlieue montréalaise, et c'est isolé. Il y a que du bois, puis t'entends pas les autos, parce que c'est quand même bien isolé. Puis tu rentres là, t'as une longue colonnade d'arbres, avec des rues qui, t'as l'impression, ont été bombardées. Tu sais, ça n'a pas été rénové depuis très longtemps. Puis t'arrives là, puis c'est 8, 9 gros immeubles. Il y en a juste 2 qui sont occupés. Fait que ça fait un petit air de village fantôme, tu sais. Et après ça, pour nous faire travailler à 2 piastres de l'heure, parce qu'il était le taux officiel du ministère, ben, on a eu à ôter les pissenlits tout le long de l'espèce de un gros cercle pour courir là, dans les Olympiades. Là. On avait ça. Fait que c'était plein de mauvaises herbes, puis on a passé des semaines à la désherber, puis l'année suivante, c'était à recommencer. Il y avait une ancienne piscine, un ancien gymnase, puis là, tu y allais, puis tu fais comme, ouais, ça fait longtemps que les gens ne sont pas allés. Il y avait un air un peu de, tu sais, le début d'un film d'horreur, là, ça commence un peu comme ça. Il y a pas de code, puis là, pas eu de suite, là, mais c'est un peu surréel comme environnement. L'impression que tu me donnes, c'est comme s'il aurait pogné Frankenstein puis qu'il aurait essayé de le réanimer, là, puis que ça marchait pas. Ben, tu sais, quand t'as... Tu sais, les gouvernements, là, c'est des gros paquebots. C'est super dur. Tu peux pas tourner ça sur un scène. Fait que qu'est-ce qu'ils font quand ils ont des enjeux comme ça? Ben, ils ont trouvé que la solution, c'était de rouvrir Boscoville parce qu'il y avait déjà des unités qui étaient comme ça. Comme quoi les choses changent. Aujourd'hui, la plupart des unités qui existaient avant n'existent plus. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup moins d'interventions. On garde les gens moins longtemps, en principe. Puis, on essaye de les déraciner encore moins, donc les garder encore plus dans leur environnement. Puis des fois, ça veut dire, plutôt que de l'envoyer en centre jeunesse pour quitter son foyer familial problématique, ben, il va aller chez la grand-mère. Ce qui était moins le cas avant. Ça fait que c'est beaucoup, c'est beaucoup du cas par cas. La DPJ, c'est ça. C'est beaucoup du cas par cas, mais tu essaies de t'ajuster avec un paquebot. C'est sûr que des fois, tu n'as pas toujours la meilleure solution au bon moment. Mais comme tu le dis, c'est tellement du cas par cas. Les figures de style sont tellement variées, ce qui fait en sorte que c'est ça qui est difficile à faire bouger le paquebot parce que c'est très, très complexe, tu sais. Mais toi, dans ton cas, si on résume un peu ton histoire, ce que tu nous racontes, c'est que pour toi, c'était la bonne chose qu'on t'envoie dans un milieu comme ça. On a tout fait ce qui était nécessaire de faire en amont pour aider ta mère là-dedans et toi, mais c'était ça que tu avais besoin à cette époque-là. Peut-être que l'instabilité ou certaines choses auraient pu être mieux aussi, tu sais, ne moins te transférer. Peut-être que ça aurait été une bonne chose, qui sait. Mais tu juges donc que tu as reçu l'aide que tu avais besoin. Moi, j'ai l'impression, tu sais, tu parlais du décès de ton papa sans vouloir aller dans des endroits qui sont peut-être difficiles, mais je me dis tout le temps, mais on dirait que c'est comme le nœud de la guerre, tu sais, c'est un trauma, je veux dire que tu d'une certaine manière, que tu as vécu cette perte-là, et puis souvent, on peut avoir des comportements parce qu'on comprend pas ce qu'on est en train de vivre, tu sais. Puis est-ce que justement, tu as eu des services au niveau du deuil, au niveau, tu sais, est-ce qu'on a travaillé ça avec toi? Mais je dirais que ça. Tu es un jeune de centre jeunesse, ça se peut que tu sois multipoqué. Puis ça, c'est pas mal plus un enjeu lorsque tu essaies d'intervenir comme gouvernement, parce qu'il faut que tu adresses 4, 5 enjeux en même temps. Parce que si tu en abordes juste un, ben les 4 autres sont encore là, t'es pas. Ah ben là, ça marche pas. Ben, oui, mais c'est pas à cause que le traitement il marche pas, c'est parce que le traitement est pas suffisant, puis il faut que tu agisses sur d'autres affaires en même temps. Puis ça, ben c'est super difficile, c'est super intensif en ressources.
le coût que j'ai coûté à l'État pour être gardé pendant plusieurs années en centre jeunesse, plus tous les services super spécialisés qui venaient avec, c'est beaucoup de ressources. Puis je comprends que il y a certains coins au Québec qui sont pas mal moins favorisés puis pas mal moins gâtés en termes de ressources, qui vont probablement en échapper plus, même si on a autant de bonne volonté qu'ici. Fait que dans le fond, à tes yeux, ça aurait été trop exigeant de traiter cet aspect-là avec toi à la base. Mais il y a un truc que je ne sais pas si tu serais game d'aborder ce sujet-là, mais qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as frappé ton intervenant? Moi, j'aime pas les injustices. Il est intervenu, tu sais, c'est comme, c'était l'autre qui avait commencé, mais il est arrivé au moment où est-ce que c'est moi qui répliquais. Fait que, pour moi, c'était une injustice, puis il m'envoyait dans ma chambre, puis c'était un blackout. J'ai fermé les yeux, puis le point est parti tout seul, puis j'avais l'habitude de donner des bins à Stéphane, le nom de l'intervenant. Fait que là, c'est comme, le point est parti tout seul, tu sais. Ça n'a pas fait mal, mais en même temps, c'était pas la première fois que je réagissais de façon violente comme adolescent. Ce qui est le genre de choses que tu veux pas encourager. Puis c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il a porté plainte pour que ça aille plus loin. Puis je pense que c'était une bonne chose. Globalement, ce type d'encadrement-là, il y a un des psychologues qui disait que j'avais besoin d'être arrêté, que j'étais capable de m'arranger, que ça aille bien pendant quelques semaines, mais que le problème, au fond, il était jamais vraiment réglé. Il fallait aller plus loin. Fait que c'est sûr que c'était beaucoup de travail, puis c'était aussi beaucoup de circonstances que ça a donné comme ça. Puis de toute façon, tu arrives à 18 ans, les problèmes ne sont pas tous réglés. Il faut que tu apprennes à vivre en société, il faut que tu apprennes à... Ouais, faut que tu apprennes à vivre en société. Quand tu sais pas c'est quoi, c'est un bon bout de chemin à faire, ça. Puis suite à cet incident-là, tu as été transféré où? À Huberdeau, dans l'unité de garde fermée, le relais. Puis ensuite, j'ai été transféré au tournant, qui était juste un étage au-dessus, qui était aussi une unité pour les jeunes contrevenants, mais il y avait aussi des gens en garde ouverte. Ça veut dire qu'ils pouvaient sortir la fin de semaine. Il y a eu un bout que je pouvais sortir la fin de semaine vers la fin de mon placement. Mais la semaine, les portes sont magnétisées, sont barrées, tu peux pas sortir à l'extérieur. Et dans la cage à poules, qui est la cour, où est-ce qu'il y a des clôtures de 12 pieds de haut, des barbelés dessus. Pas des barbelés, mais des bouts de coupants. Fait que, ça envoie un message aussi. C'est d'ailleurs ce qui me faisait penser. Tu regardes des films, puis tu vois les gens qui sont en prison, c'est pas des gens qui ont réussi leur vie, puis généralement, c'est foutu. Tu peux t'en sortir par après. Fait que tu t'imprègnes de ce message-là, puis tu te dis, ben, la société veut pas de moi. Comment je la manque? Puis moi, je vais faire ma propre affaire, puis être un bad boy, puis je vais faire des bêtises. Puis... Il y a ça aussi qui est un enjeu. La préparation à la suite, à l'époque, était même pas minimaliste, elle n'existait pas. J'ai été chanceux dans ma malchance. J'ai appris un mois avant mes 18 ans que mon père est assuré, quand il est décédé. Il a laissé, sa police d'assurance a laissé un certain montant qui m'a permis de trouver un appartement. Puis sans ça, ben, je pense pas que je n'aurais trouvé un. Ça, ben, c'est quelque chose que, en termes d'enjeux, le logement, c'est un méchant gros morceau, puis on connaissait pas la pénurie qu'on connaît aujourd'hui non plus. Fait que c'est sûr que les défis sont nombreux. J'ai été chanceux que les interventions étaient dans l'ensemble correctes, puis atteignaient le bon objectif, puis c'était le bon remède. J'ai eu quelques chances, puis j'ai pu apprendre des quelques malchances aussi qui ont poursuivi. Puis c'est le propre de notre parcours. Puis y a-tu un endroit là-dedans où est-ce que tu t'es senti
confortable, en sécurité, puis que tu as pu développer un sentiment d'appartenance avec les gens qui étaient là? Pas vraiment. Pas vraiment parce que, d'un, le monde bouge. Ils ont des placements. Quelques mois, ils partent. Ils ne les revoient plus jamais. Tu as le droit à un coup de téléphone par semaine, puis il faut que le numéro de téléphone de la personne soit sur ta liste. Fait que, tu sais, ça encourage pas non plus. Puis tu n'avais même pas accès à Internet. Aujourd'hui, je sais pas comment est-ce qu'ils gèrent ça, mais c'est pas comme un ado normal, là. Son téléphone peut socialiser, puis qu'il a son monde. C'est pas la même chose. Fait que déjà, au niveau des jeunes, puis t'as pas tout à fait le goût de t'associer non plus avec, je veux dire, j'étais entouré de gens qui ont tué, de gens qui ont agressé d'autres personnes, des gens qui ont fait du mal. C'est pas nécessairement une super bonne influence non plus, là. Fait que c'est sûr que, en même temps, sortant de centre jeunesse, dans les années qui ont suivi, puis ça a pris au moins 10 ans après mon dernier placement pour vraiment sentir que, comme ancien jeune de centre jeunesse, c'était pas si grave. Et ce que je veux dire par là, c'est que tu sors de centre jeunesse, tu sais que tu fais pas partie de la gang. Parce que tu n'as pas vécu les mêmes choses que les autres. Tu le vois comme un complexe d'infériorité, là. Les autres, ils ont une vie normale, toi, non. Mais c'est sûr que moi, j'ai connu des sports à tous les jours pendant 7 ans, tu sais. J'ai fait des choses avec un groupe d'une douzaine de jeunes qui avaient des problématiques plus ou moins semblables à la mienne. On a vécu à part de la société pendant toutes ces années. Je dis on, pas juste moi, parce que c'est ça le sentiment d'appartenance. Fait que oui, tu sens que, comme ancien jeune de centre jeunesse, j'ai développé à la longue ce sentiment d'appartenance, puis aujourd'hui, je le revendique, ce que je n'aurais pas pensé à l'époque. Puis je parlais un peu plus tard de l'impact du livre, puis dans quel contexte est-ce qu'il s'insérait, mais tu te sens différent. Tu le sens, puis c'est comme quand tu arrives dans un autre pays, puis les gens, ils parlent pas tout à fait de la même manière, ils n'ont pas nécessairement la même approche. Des fois, tu sais, les codes sociaux, tu sais pas exactement de quelle façon réagir ou quelle expression, qu'est-ce que ça veut dire. Ben, c'est un petit peu ça, c'est juste que tu es dans ta société. Tu as vécu au Québec toute ta vie. Malgré ça, tu ne te sens pas à ta place au Québec. Pourquoi? Parce que le Québec, pendant quelques années, t'a mis de côté. Tu t'insérais pas au reste de la société. Ouais, ça marque ça. Ça marque longtemps, puis ça fait que ça a été, pendant très longtemps, le fait d'avoir été un jeune de centre jeunesse et le fait d'avoir perdu mon père, puis que je m'identifiais beaucoup à mon père, ces deux éléments-là ont été les deux piliers de mon identité pendant les premières années qui ont suivi la sortie de centre jeunesse. Puis j'avais pas une lecture positive des centres jeunesse pantoute au début, là. Ils m'ont privé de ma liberté, là. Ils me donnaient juste j'avais juste droit à 4 toasts ce matin alors que j'en voulais plus, puis j'avais faim, tu sais. Ça aussi, c'est une autre chose. Moi, je suis content de manger mon bol de Cheerios parce que je peux le manger à n'importe quel moment de la journée, parce qu'on me l'a pas permis pendant plusieurs années. Fait que ça marque, tu sais. Et ces genres de choses-là, si tu l'as pas vécu, tu sauras jamais c'est. Tu sauras jamais c'est quoi te faire priver de liberté, pour vrai, là. Puis, j'aurais aimé ça, sortir de centre jeunesse aujourd'hui plutôt qu'il y a 20, 25 ans. Parce qu'aujourd'hui, on en parle. À l'époque, on n'en parlait pas. Après ça, il y a eu un documentaire qui est apparu, puis c'était comme, pas ça que j'ai vécu, moi. Ça ressemble pas du tout à ce qu'on vit, tu sais. Fait que c'était surtout le fait qu'on en parlait peu ou pas, qui renforçait le fait de dire, non seulement je fais pas partie de la société, mais c'est pas permis d'en parler, c'est pas bien vu d'en parler. Fait que tu t'exclus. C'est des mécanismes classiques d'exclusion sociale, tu sais, puis ça s'explique comme ça. Ça te marque.
Puis, tantôt, tu mentionnais avoir eu une certaine facilité à avoir un logement à cause de l'héritage que tu as eu, mais comment ça a été niveau insertion professionnelle, travail? Est-ce que ça a été facile? J'ai été pizzaman pendant 10 ans. Dans différentes pizzerias, j'ai pas eu des super boss rétrospectivement. C'était... Livrais-tu juste la pizza? Je cuisinais. Moi, j'étais cuisinier. Je gérais livreur, puis je préparais de la pizza et d'autres choses, mais surtout de la pizza. Puis c'est... Il y a une personne qui a vraiment fait une... Il y a quelques personnes qui ont vraiment fait une différence par la suite sur mon parcours. Une de ces personnes-là, c'est l'orienteur à l'école des adultes qui m'a essentiellement fait passer un test. Voici les choses que tu souhaiterais probablement faire, genre être archéologue ou historien, professeur. Une chose est sûre, c'est qu'ils prennent toutes beaucoup d'années d'université. J'avais même pas mon secondaire de fait, là. J'avais pas, l'héritage a fondu quand même assez rapidement. J'ai dû travailler pendant longtemps. Tu sais, quand tu es tout seul dans ta classe à travailler 25-30 heures semaine, alors que les autres avaient tout chez leurs parents, ça forge le caractère. Ça te chatouille un peu, pas nécessairement d'une bonne façon. Ceci étant, ça devient une force à longue. Parce qu'après ça, le jeune qui rentre au cégep, puis c'est la première fois qu'il va vivre un échec de sa vie, ouais, on est fait d'un bois un petit peu plus fort, nous autres. On a vécu. Puis ça donne que la capacité de s'auto-analyser, de se voir aller, de voir ça chez les autres, d'ajuster notre comportement en fonction de ça, notre capacité d'introspection, c'est quoi la plus grosse formation qu'on aurait eue de notre vie? Juste en termes d'heures, le nombre de les conséquences qu'ils te donnent, puis réfléchir à tes gestes, puis écrire des réflexions sur des feuilles de papier, c'est chiant au début. Puis au milieu, puis à la fin aussi. Mais ça m'a laissé avec ce super pouvoir d'être capable de me connaître beaucoup mieux aujourd'hui, puis de me pousser plus loin, puis de continuer continuellement à travailler sur moi-même, tu sais. Ça aussi, c'est le fun. Y a-tu un intervenant en particulier qui t'a aidé à forger ce super pouvoir-là? Puis si oui, comment qu'il l'a fait? Honnêtement, j'ai l'impression que c'est comme de dire dans ta maison laquelle des briques est la plus importante. C'est un peu la somme des briques qui font. Ils ont tous eu un impact, mais pas assez pour dire cette personne-là a été un game changer puis ça a tout changé. C'est du monde qui, mine de rien, ont le cœur à la bonne place puis font beaucoup pour aider des jeunes dans une profession qui n'est pas du tout reconnue. Moi, personnellement, l'intervenant qui m'a le plus aidé, c'était pas quelqu'un en centre jeunesse. C'est après, quand j'ai été en CLSC, il y avait, je pense qu'elle était même pas, je pense qu'elle était infirmière, puis elle étudiait à la maîtrise pour être en psycho. Puis dans le fond, elle, son fun, c'était de me faire compléter des grilles de restructuration cognitive. Puis tu sais, aujourd'hui, j'ai un intérêt marqué pour ce qui est du sens critique, des sophismes, l'argumentation, la philosophie. Mais tu sais, ça a commencé avec elle. C'est cette intervenante-là au CLSC qui m'a aidé à faire ça pendant un bon 2 ans. Puis c'est vraiment ça qui a aiguisé mon sens critique à long terme. Parce que en centre jeunesse, en foyer de groupe, j'ai pas reçu ces interventions-là. Mais tu sais, je pense, puis il y a une psy, la seule contribution que je me rappelle vraiment, là, il y a un avant puis un après, tu vois une différence, elle m'a appris à me reconnaître lorsque dans la ligne, tu sautes une coche, mais tu sais, de le reconnaître avant que tu sautes la coche. Et elle, son approche était soit tu perds le contrôle, soit tu as des scripts dans ta tête comme dans des films, comment est-ce que les héros ils réagissent. Ben,
réagissent avec des coups de poing, tu sais, c'est ça les films américains. Tu idéalises ça. Et elle dit, tu te prépares d'autres scripts. Un autre plan de match sur comment réagir, puis t'empruntes cette voie-là avant de t'enligner dans la direction de la bêtise que tu t'apprêtes à commettre. Tu sais. Ça a eu de l'incidence. Il y avait je pense que j'avais 16 ans dans les premiers jours d'école. Il y a un jeune qui plus grand que moi. Il a accroché mon chandail. J'ai accroché son chandail dans le vestiaire du gymnase. Genre, il me pousse, puis il me dit « Hey, ramasse-le. » Normalement, j'aurais sauté dessus. Puis là, c'était la première fois que vraiment j'ai fait « Ça me tente pas de retourner en dedans. » Puis ça a été ça pesait plus que le besoin de rétablir une injustice. T'sais. C'était la première fois que j'ai fait « Hey, tape sur l'épaule, là, ça a marché, ça, là. Hey, c'est pas si pire, tu sais. Ça va peut-être pas être utile. » Mais tu sais, t'as pas de avant et de après, où est-ce que avant ça allait pas bien, puis après ça allait super bien, c'est des montagnes. Et en moyenne, tu veux que ça monte un peu plus à chaque fois, mais tu auras des hauts et des bas de toute façon. J'ai aussi déjà entendu parler que tu faisais du rap à une certaine époque ou en fait du slam. Donc, est-ce que ça a été un moyen que tu as utilisé parmi tant d'autres? Comme on dit, il y a plusieurs choses qui peuvent nous aider, nous faire du bien. Ça a été quoi pour toi, cette relation-là avec l'écriture? Ça a été... il y avait une école secondaire, en fait, les adultes, à Pentigny, à l'époque, je m'étais inscrit pour essayer d'aller au cégep, parce que là, c'était dans cette direction-là que je voulais aller. Puis la dame à l'inscription me dit, tu la musique, toi? Bon, ouais, je fais du rap, mais c'est pas dessus, tu sais, c'est quoi le rapport? Puis il y avait une école où est-ce que l'avant-midi, tu faisais de la musique, l'après-midi, tu faisais maths français. Puis j'ai pu apprendre à produire de la musique. J'ai encore 200 beats sur mon ordinateur que j'ai fait à l'époque. J'ai enregistré un album. J'avais une trentaine de vraiment bons textes. Puis ça a été quelque chose qui m'a beaucoup défini avant le cégep. Ça m'a permis de m'exprimer, de canaliser ces émotions-là, cette histoire-là aussi, puis d'avoir de la reconnaissance qui venait avec. Puis c'était un peu ma marque de commerce, le fait d'être un rappeur. Ben, c'était le fun, c'était utile, c'était productif, positif. Là. Il y avait du positif qui en est ressorti. Puis quand est arrivé le temps du cégep, ben là, j'ai dû faire un choix. C'était soit la musique, soit l'école, mais pas les deux. Fait j'ai un peu mis ça de côté, mais j'ai pu retrouver le programme de musique puis retrouver mes beats l'an dernier. Fait que c'est le fun de savoir que je peux encore produire de la musique, là, puis dépoussiérer mes textes. Puis quand que j'ai commencé, c'est drôle, on en parle, mon petit gars de 4 ans et demi apprend comme tout d'un coup que son père peut faire de la musique, peut rapper, puis comme tout d'un coup, ça l'éblouit, mais c'est une façon de redécouvrir, de me redécouvrir là-dedans. Puis aussi, c'est que tu développes dans l'utilisation des mots. Fait que moi, par la suite, j'ai fait communication politique. J'ai été en politique, j'ai été dans la sphère publique, puis cette capacité à jouer avec les mots, à leur donner du sens, puis à créer des messages, ben ouais, ça a un peu déboulé de tout ça. Puis par ailleurs, ben, lorsque j'étais à l'Assemblée nationale, lors du Parlement étudiant, ben, c'était le fun de pouvoir faire mon discours critiquant le ministre de la Culture en rappant. Fait que, tu sais, ouais, c'est un petit pouvoir que c'était le fun d'avoir pu développer. Là. Puis comment ça t'est venu de faire le pont ou le lien avec la politique dans ton parcours? Parce que là, tu nous parlais tantôt du conseiller d'orientation, puis là, tu t'en allais avec l'archéologie, n'importe, all limits. Mais comment ça a pris un tournant vers la politique pour toi?
c'est vraiment arrivé avec le cégep où j'avais un certain intérêt pour la politique, en tout cas pour l'histoire politique. Les Che Guevara et Winston Churchill de ce monde, puis tu lis leur biographie, tu lis leur histoire. Mais c'est vraiment en arrivant au cégep, parce que ma première session de cégep, c'était la fameuse session, la fameuse année où est-ce que il y a eu 80 000 jeunes dans les rues, des étudiants qui, en 2005, ont créé le Carré Rouge. Ils se sont battus pour que les 103 millions de prêts redeviennent 103 millions de bourses. Les étudiants. 2012? C'est pas 2012? 2005. Ah ouais, je pensais que c'était OK. La première vraie grève étudiante, où est-ce que le Carré Rouge est arrivé, 80 000 jeunes dans les rues. 7 ans plus tard, ouais, là, c'est reparti. Puis là, c'était pour les frais de scolarité. Puis c'est... Je comprends. Je me souviens ça a été plus de ça, récupéré. pas en tout. Mais c'est drôle parce que ma dernière session de maîtrise, là, ça compte plus bien parce que je fais un doctorat, mais mon parcours universitaire, je l'avais officiellement terminé avec la maîtrise. Puis la dernière session de maîtrise, c'était la session de 2012 où est-ce qu'il y avait 300 000 personnes dans les rues, trois mois d'affilée, tu sais. C'est une belle façon de boucler la boucle. Ça a commencé avec une grève étudiante, ça a fini avec une grève étudiante. Je me suis impliqué à l'association étudiante, au journal étudiant, créé une cellule souverainiste, péquiste à l'époque. Ça a vraiment été l'occasion de beaucoup trop s'investir, puis ça a apparu dans mes notes. Comme tout d'un coup, l'école devenait beaucoup moins intéressante, en fait, que le reste. Fait que j'imagine que ces mouvements de grève-là sont venus chercher ton sens de la justice assez solide. Oui, puis tu pouvais le canaliser. Parce que quelques mois avant, je suis en train de lire la bio de Che Guevara, puis je suis comme, ouais, c'est comme ça qu'on va changer le monde. Avec la révolution, puis le feu, puis les missiles, puis une grève étudiante, comme tout d'un coup, ça te ramène un petit peu plus sur Terre, puis t'es comme, OK, c'est comme ça que les choses se passent, tu sais. Puis tu te mets à lire le journal, puis tu te mets à débattre, puis organiser des événements, puis faire des amis. C'est d'ailleurs à ce moment-là que j'ai pu changer de groupe d'amis, de ceux et celles qui consommaient de la drogue à ceux et celles qui étaient plus au cégep et impliqués politiquement. C'est important dans mon cheminement. Puis là, après ça, on fait le lien avec la participation citoyenne, justement, où c'est étroitement lié avec la politique, l'importance de faire de la participation citoyenne, d'aller voir les gens concernés. Puis tu as été très impliqué à l'INM aussi, qui sont qui ont développé une expertise, en fait, dans ce domaine-là. Donc, tu as pu justement t'impliquer à différents niveaux pour essayer de faire changer les choses à ta manière, quoi. Après, ça a été l'observatoire. Et puis là, maintenant, ben, tu es aussi ambassadeur du regroupement des fondations des jeunes de la DPJ. Donc, ta transition à la vie adulte a comme eu des montagnes russes, comme on peut dire, mais ce fut constructif, puis tout a emmené, en fait, à une avalanche de possibilités puis d'implications, si on peut dire ça comme ça. Oui, puis je dirais que ça, je parlais des normes sociales tout à l'heure au Québec, comment est-ce que c'est différent. Il y a une dame qui venait chercher une large dress tous les 2 vendredis soirs. J'aimais bien ça, jaser avec, Madame Larose. Très sympathique. Puis à un moment donné, j'ai demandé qu'est-ce qu'elle faisait dans la vie. Puis elle me disait qu'elle travaillait dans une boîte de relations publiques. Pas n'importe laquelle, la plus grosse au Canada. Elle travaillait avec les chefs de partis politiques, puis je lui ai demandé si je peux faire mon stage à leur entreprise. Puis elle a fait quelque chose qu'elle n'a jamais fait avant. Elle m'a fait rencontrer sa patronne, qui, elle, m'a plutôt réorienté vers le bureau de la chef de l'opposition officielle. Elle est devenue première ministre par la suite. Puis ça, ce stage-là m'a ouvert beaucoup de portes. Puis c'est ce qui m'a permis par la suite d'avoir des opportunités que j'ai pu saisir. Puis tu sais, faut quand même qu'il y ait de la mixité sociale, puis pas tant d'inégalité dans une société, que des gens comme ça se parlent,
se fassent confiance, se voient comme des humains de même niveau, se côtoient tout court. Aux États-Unis, les riches, les pauvres, ils se côtoient pas, là, du tout. Ils n'ont pas les mêmes écoles, ils n'ont pas les mêmes opportunités. Puis ça paraît sur le développement des gens. Beaucoup moins de mobilité sociale. Les riches ont beaucoup plus de chances de rester riches. Les pauvres ont beaucoup plus de chances de rester pauvres. Fait que ça a été une belle opportunité qui m'a permis bien d'autres choses. Puis, je suis pas sûr si ça serait arrivé ailleurs qu'au Québec. Tu sais, en même temps, moi, la question qui m'a toujours interpellée, c'est que, veux pas, les États-Unis et le Québec, on a les deux une base très, très, très religieuse. Mais, puis tu sais, la base religieuse, tu sais, je veux dire, ils ont les mêmes valeurs, là. Tu sais, la charité, c'est religion chrétienne, c'est à côté. Mais qu'est-ce qui a fait en sorte qu'aux États-Unis, cette valeur-là n'a pas pris le dessus? Ça, je me le demande. Les protestants sont beaucoup plus puritains, moralistes, moralisateurs, puis ont tendance à beaucoup orienter leurs décisions de vie en fonction de ça. Nous, de notre côté, ben, je pense que c'est peut-être moins la religion, parce qu'on l'a quand même rejeté depuis un certain temps. C'est sûr qu'il reste toujours un fond, mais les valeurs sociales démocrates au Québec, on ressemble pas mal plus à la Suède qu'on ressemble aux États-Unis. Puis on est juste à côté d'un, puis on est très loin de l'autre. Des fois, les valeurs d'une société, effectivement, ça fait une grosse différence. Puis en parlant de valeurs, c'est quoi celles qui t'ont permis de te guider à travers tout ton parcours? La persévérance. La persévérance. Une autre façon de le dire, c'est une tête de cochon. Mais bon, les deux, l'un va avec l'autre. Une certaine confiance en moi pour le meilleur et pour le pire. Des fois, ça m'a donné raison, des fois, ça m'a donné tort, mais ça m'a donné des bonnes leçons de vie qui, par la suite, m'ont servi. Puis, je pense que, ouais, cette capacité de résilience, ça fait que tu affrontes des défis de façon peut-être plus assumée. Puis aussi, j'ai pris beaucoup de décisions. C'est quand même la deuxième et la troisième organisation que je fonde. Après l'Observatoire, ben, il y a le Lab Impact, où est-ce que je travaille. Puis il y a aussi la Fondation pour l'impact social et environnemental qu'on vient de lancer. Ben, ça, c'est un bon exemple d'une personne avec une tête de cochon qui est comme les institutions telles qu'elles sont, il manque de quoi, je vais le créer moi-même. Peut-être pas le réflexe le plus majoritaire dans la société, ça. Puis là aussi, pour le meilleur et pour le pire, parce que c'est fun de créer une organisation, c'est fun quand ça marche, mais c'est du travail, puis c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de responsabilités. Surtout quand tu commences, tu sais pas dans quoi tu t'embarques. Puis ça, d'ailleurs, le fait d'avoir été un ancien jeune de centre jeunesse, de pas avoir vécu, de pas avoir le même vécu, le même background que mes autres collègues, ça a fait que j'avais pas tout à fait la même lecture des choses que mes autres collègues. Mal, on n'a pas eu la même enfance. Comme quoi, ça continue d'avoir un impact. Tantôt, tu parlais que tu as créé les organismes par rapport à des manques que tu as constatés dans le système. Donc, c'est quoi ces manques-là? Puis, ce serait quoi tes souhaits pour l'avenir pour essayer de remédier à ces failles-là? Ben, pour l'Observatoire des inégalités, c'est le fait que il y a des choses qu'on fait bien au Québec, ce qui explique qu'on a moins d'inégalités qu'ailleurs, mais en même temps, il y a un bon bout de chemin à faire, en particulier pour les personnes racisées, en particulier pour les femmes, en particulier pour les personnes issues de l'immigration. C'est ça, vivre en société. Puis de vouloir vivre dans une société qui aide le plus de monde possible, je pense que c'est quelque chose d'important et qui vaut la peine d'être de consacrer des efforts puis de consacrer sa vie. Puis aujourd'hui, de pouvoir travailler avec les entreprises pour s'assurer qu'il y a un impact social et environnemental positif. Puis par ailleurs, éviter l'éradication de l'espèce humaine pour des changements climatiques. Ouais, tu sais, c'est le genre de choses qui est motivant à travailler dessus. Par rapport au centre jeunesse, je reviens là-dessus parce que j'ai pas été très critique des centres jeunesse dans le livre que j'ai écrit en 2017. Et j'ai l'impression que à l'époque,
les centres jeunesse étaient juste vus, étaient très peu connus, et étaient mal vus. Puis toutes les raisons fondamentales pourquoi est-ce qu'on le fait, puis tout ce qu'on a accompli depuis, ça fait quand même plus de 40 ans que la loi existe, une protection de la jeunesse, ben, je trouvais que fallait qu'on en parle, puis il fallait qu'on en parle en bien. Aujourd'hui, en 2023, mes constats n'ont pas vraiment changé. Je pense qu'il faut prendre soin du système pour qu'il génère les résultats positifs qu'on veut qu'il génère. Puis il y a bien des choses qu'on peut changer. C'est le fun qu'aujourd'hui, c'est une institution qui est beaucoup mieux connue. Il y a encore des travers, il y a encore des choses à changer, mais qu'il y a aussi des côtés positifs. Puis aujourd'hui, le livre que j'écrirais serait plus critique. Parce que j'ai l'impression que les besoins auxquels il répondait à ce moment-là, j'étais pas mal tout seul là, à parler des centres jeunesse. Là. Puis c'est pas le genre de choses qu'on parlait beaucoup. Je suis tellement content qu'aujourd'hui, chose comme le Forum Phoenix soit capable de s'organiser, une table au complet d'auteurs qui sont des anciens jeunes de centre jeunesse, puis pas m'inviter parce qu'il y en a tellement. C'est tellement de belles choses. C'est tellement de belles choses de plus être tout seul. Puis tu sais, aujourd'hui, j'embrasse cette identité d'anciens jeunes de centre jeunesse parce que je sens que le groupe auquel j'appartiens il existe puis est visible. C'était pas le cas avant. Tu te sens moins seul. Ce travail de militance et de prise de position, puis de prendre sa place, puis de prendre le micro, que ce soit fait par et pour les jeunes, ça répond tellement à un besoin important. Puis je pense que c'est ce qui pourrait au final être le plus transformateur, puis ça l'est déjà un peu. Le collectif a déjà commencé à changer beaucoup de choses, puis les gens qui sont des anciens de centre jeunesse également. Fait que c'est encourageant. Un des gros travers que moi j'ai connu en centre jeunesse, je me demande si tu l'as connu, c'est-à-dire l'isolement excessif. L'utilisation des salles d'isolement. En tout cas, quand j'étais en unité d'engorgement, c'était pour tout et pour rien, là. C'est dans le sens que ça n'en prenait pas beaucoup pour qu'on t'envoie là pendant des heures. Est-ce que toi aussi, tu as vécu ça? Non. Et peu importe le centre jeunesse où est-ce que je suis allé, je les ai visités, les salles d'isolement. Quand je brassais, ils ne laissaient pas sortir. Quand j'arrêtais de brasser les choses, par contre, ouais, ils me laissaient sortir, je réintégrais ma chambre, puis là, je savais que j'avais pour des heures et des heures à écrire des pages et des pages d'explications de pourquoi, puis comment est-ce que je m'excuse. Mais j'ai entendu certaines histoires d'horreur, puis j'ai pas de raison d'en douter. Mais est-ce que c'est généralisé? Moi, c'est pas ce que j'ai vu dans la demi-douzaine de centres jeunesse que j'ai fait, est allé sur 7 ans, dans 3 régions différentes. Ça veut dire que c'est pas arrivé? Non. Non. Je pense qu'il y a eu des témoignages qui disaient le contraire. Je connais assez l'humain pour savoir que, ouais, c'est le genre de choses qui pourraient arriver, c'est le genre d'abus qui pourraient arriver, puis c'est le genre de choses qu'on veut éviter le plus Tu as entendu possible. parler de l'action collective qui a pris récemment justement à ce sujet-là, là, des jeunes qui ont vécu ces violences-là. Dans le fond, c'est un nouveau recours collectif. Si ça t'intéresse, on te laissera les coordonnées puis tout, là. Mais dans le fond, ceux qui ont vécu de l'isolement excessif, c'est comme moi, je me suis auto-mutilée en isolement. J'ai été capable de dissimuler une lame, puis ça prend un certain temps avant qu'on me l'enlève. Mais tu sais, il y a des gens qui ont eu des grosses répercussions dues à ces isolements-là. Fait qu'en tout cas, si ça t'intéresse, toi ou l'auditoire, on mettra le lien dans notre page. Fait que moi, je pense que ça, en bout de ligne, ça va réussir à faire changer des choses. Puis, tu sais, je sais pas si tu as remarqué, mais tu sais, moi, personnellement, j'ai vécu le scandale du sang contaminé dans les années 80-90. Puis quand ça s'est arrivé, oui, il y a eu des actions collectives, mais la Croix-Rouge, elle a aussi changé de nom. Puis c'est drôle, hein? Récemment, les centres jeunesse, ça s'appelle plus comme ça. Là, maintenant, c'est des centres de réadaptation. Hum.
Alors ça, je suis pas surpris que chaque génération, il y ait des choses qui changent. Puis le stress post-traumatique, à l'époque, ça s'appelait shell shock. C'était vraiment pour les soldats. Puis il y a un humoriste américain, George Carlin, qui avait fait un sketch là-dessus où il montrait l'évolution du mot. Comment est-ce que c'était de plus en plus aseptisé. Il dit dans le fond, d'une façon, un euphémisme pour vraiment baisser la tension puis la gravité de ce qui se cache derrière ça. Puis il y a quelque chose de dangereux à banaliser ces choses-là, mais est-ce que c'est le cas pour les centres d'accueil? Qu'une organisation veuille appeler les jeunes de centre jeunesse des usagers, je suis pas d'accord. C'est pas la fin du monde non plus. Puis je trouve ça tata, mais bon. Quand même moins pire que des appeler des clients, à mon sens. Mais c'est mon point Ah, ça, de c'est vue. une ligne que je franchirais tellement pas, là. Usager, c'est déjà borderline, là, mais les clients. Puis, tu sais, la raison de ça, c'est que comme organisation, tu essaies d'importer des pratiques de gestion qui visent des objectifs nobles, tu sais. Notamment le fait que tu veux pas stigmatiser les jeunes, fait que tu changes les noms. Ça règle jamais vraiment le problème de fond, par contre. Puis c'est sûr que ça a des limites, ça aussi. Mais je trouve que le changement de nom, c'est quand même indicateur d'une possible prise de conscience collective, puis que ça va peut-être même des résultats à long terme. Puis tu sais, par rapport au stress post-traumatique, l'impression que moi, personnellement, j'ai eue, c'est que même avant de rentrer dans le système, souvent, les jeunes ont du stress post-traumatique qui occasionne des troubles de santé mentale, des troubles de comportement. Puis là, on rentre dans le système, puis là, si tu vis de l'isolement, bien, ça va l'exacerber, ce trouble-là. Fait que, tu sais, en tout cas, moi, j'ai l'impression qu'il y a des prises de conscience qui se font, là, tranquillement, pas vite. Mais bon. Ouais, puis il y a des chantiers puis des formations de plus en plus, là. Ça me fait juste penser à notre comité sur le trauma avec le Consortium canadien sur le trauma, tous les travaux que la chercheuse Delphine Collin-Vizina fait, dont ils ont développé toute une formation sur les approches sensibles au trauma qui est offerte à tous les intervenants. En fait, pas à la grandeur du Québec encore, mais au moins ceux qui travaillent surtout en foyer de groupe, ils sont en train de s'implanter un peu partout. Puis je sais que Delphine, c'est une des choses qu'elle dénonce présentement aussi, c'est les violences systémiques de nos institutions. Tu sais, juste l'établissement, juste l'architecture de certains bâtiments aussi peut avoir un impact sur la vie d'un jeune, puis de se sentir différent parce que c'est un endroit qui n'est pas normalisant. Puis quand tu es là à long terme, c'est là que ça a le plus d'impact aussi. Mais effectivement, je pense qu'il y a des prises de conscience qui sont en train de se faire, des changements, puis des recherches. Les traumas complexes, on n'en parlait pas du tout avant. C'est tout nouveau qu'on en parle beaucoup. Puis c'est même pas encore dans le livre des diagnostics parce que ça n'a pas été approuvé encore, mais c'est en voie de l'être. Fait que, tu sais, c'est toutes des choses qu'on parle plus, qu'on essaie de briser aussi les silos, faire plus de transfert de connaissances, mais les réformes, les différentes réformes, notamment l'abolition là, de l'Association des centres jeunesse en 2005 a fait mal beaucoup au système. Fait que on pourrait en parler en long puis en large, là, mais je suis vraiment contente d'avoir pu t'avoir à notre micro, puis d'avoir aussi ta perspective, puis ton analyse de la situation. Puis si tu avais un message, quelque chose que tu voudrais adresser à des jeunes qui sont présentement en placement, ce serait quoi que tu leur dirais? J'étais parti avec l'impression, je suis sorti de centre jeunesse avec l'impression que ma vie était finie. C'est l'opposé qui est vrai. Pas juste parce que la vie ne fait que commencer, mais aussi parce que ces faiblesses-là, d'être un ancien jeune de centre jeunesse, ça peut devenir une force. Surtout quand on devient beaucoup plus résilient que le jeune qui arrive avec son premier échec au cégep. On est fait un petit peu plus fort que ça, t'sais. Puis on a plus d'introspection, puis on a beaucoup plus de maturité, puis on a un regard critique, puis on se donne de la perspective. Fait que
c'est important de voir ça comme un super pouvoir qui peut être utilisé puis qui peut devenir une force. Puis je pense que ça veut pas dire qu'il faut aimer les centres jeunesse, mais de reconnaître que il peut avoir du positif qui sort de ça. Ben, c'est intéressant pour la suite parce que la vie, elle fait juste commencer. Puis ça, je pense que c'est le plus beau cadeau qu'on peut se donner. De se dire, c'est le premier jour du reste de ma vie. Ben, un gros merci pour ta participation. Puis c'était vraiment intéressant, ton parcours, surtout, tu sais, avec tout ce que tu dis, ton parcours à l'université, dans les grèves, puis les opportunités que tu t'es créées toi-même. C'était vraiment super intéressant. Fait que je vais te souhaiter le meilleur pour la suite. Puis tu nous tiendras au courant de qu'est-ce qui se passe dans tes organisations. Avec grand plaisir. Merci beaucoup à vous deux. Vous faites un travail nécessaire et magnifique. Continuez. Ben, un gros merci. Merci beaucoup. Bye, à la prochaine. Salut. Bye bye.